Bonjour à tous. Comme l'a rappelé Anne, le principe de la participation des enfants, il est ancien. Dans le champ de la protection de l'enfance, il est soutenu par plusieurs textes juridiques depuis un certain nombre de décennies, avec néanmoins un décalage persistant entre le droit et les pratiques, dont les causes sont multiples. On aura certainement l'occasion d'aborder certaines d'entre elles au courant de l'après-midi, notamment avec les éclairages qui ont été apportés par la recherche, qui donne aussi à voir les leviers activés pour favoriser la participation des enfants. Mais lorsque la participation parvient à se développer, les travaux scientifiques ont aussi décrit les cercles vertueux que cela a engagés sur le dispositif de protection, comme sur les enfants et les professionnels à des niveaux tout autant individuels que relationnels. Et Louise dira quelques mots à ce sujet. Ce dossier Écouter pour agir, il est plus particulièrement centré sur les démarches participatives collectives et qui s'inscrivent à l'échelle territoriale. Mais s'il y a un message à retenir, c'est celui du fonctionnement par capillarité de la participation qui se déploie à tous les niveaux, comme un processus à la fois au niveau de la vie quotidienne et de l'accompagnement des enfants et aussi au niveau institutionnel et politique. Et on entend par là participation aux politiques publiques de protection de l'enfance au niveau territorial et national. On a principalement en tête la loi du 2 janvier 2022 qui prévoit, comme vous le savez, la participation de l'enfant à son projet et son droit de participer à la vie et au fonctionnement des services via, par exemple, les conseils de la vie sociale, mais ce sont d'autres formes qui peuvent être aussi envisagées. Mais dès les années 80, des dispositions législatives prévoyaient que toute décision doit être examinée avec le mineur et que son avis doit être recueilli. Plus récemment, et au niveau politique, la dernière stratégie de prévention et de protection de l'enfance a aussi fait du développement de la participation des enfants un axe stratégique et transversal, et il est notamment visé l'objectif d'organiser la participation systématique des enfants aux travaux des observatoires départementaux. Et puis, d'ailleurs, à cet égard, depuis quelques années, merci Louise, on observe que ces initiatives départementales, elles se développent et elles prennent des formes assez diverses, allant de la création d'instances pérennes de type Conseil des jeunes de la protection de l'enfance au niveau départemental, en passant par des démarches ponctuelles de consultation des enfants, à l'élaboration du schéma par exemple, ou encore des études qui sont conduites et pensées d'ailleurs de manière participative avec les enfants, comme ça a pu être le cas à Paris par exemple sur le vécu du confinement. Et les ODPE font la plupart du temps partie des acteurs principaux dans le pilotage de ces projets. Et d'ailleurs, on a pu observer que le groupe d'enfants peut aussi être désigné comme membre constitutif de l'Observatoire départemental. C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales. Ou encore, un jeune accompagné peut siéger comme membre permanent au titre des personnes qualifiées. Ça a pu être le cas en Indre-et-Loire. Et Maxime Groult, qui est parmi nous aujourd'hui, pourra certainement en témoigner. L'enquête nationale sur l'état des lieux de la mise en place des ODPE que l'on mène, elle apporte quelques indications sur le plan quantitatif. En 2022, ces démarches participatives, elles concernaient 30 départements contre 17 en 2020. La majorité de ces démarches, elles ont été initiées assez récemment, entre 2020 et 2021, bien qu'un certain nombre d'entre elles aient précédé la stratégie nationale. Et c'est une enquête qui montre aussi, et on peut s'en réjouir, que la représentation des ADPAP est en constante progression au sein des observatoires départementaux. En 2022, ces associations siègent dans 70% des ODPE contre 40% en 2016. Au niveau national, on peut citer l'installation en 2021 par le gouvernement de la mission La Parole aux enfants, qui a été conduite par Gauthier Arnaud-Melchior et qui a abouti au rapport assorti de recommandations à hauteur d'enfants. Et également, ça a déjà été cité, et il en sera question au cours de cet après-midi, la constitution d'un collège national pérenne des jeunes et des enfants protégés au sein du CNPE, et dont Geneviève Avenard assure le pilotage. Elle est parmi nous, elle pourra également nous en parler. Avec le soutien de la FNADEPAP également, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse organise aussi la participation des jeunes concernés à la construction de sa politique, avec la création d'un groupe d'intérêt qui est composé de jeunes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance
à l'aide sociale à l'enfance et ou à la PJJ, ce groupe participant aux instances de travail de l'administration centrale et de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et bien sûr, sans pouvoir être exhaustive, il faut dire aussi que le secteur associatif est plutôt proactif en la matière, avec des initiatives à l'échelle de la gouvernance des associations que l'on voit également se développer. De manière générale, ces démarches de participation collective et d'autant plus au niveau des politiques publiques et de la gouvernance, ce sont des démarches qui sont complexes à mener ou en tout cas qui nécessitent du temps et un investissement collectif. Elles posent toute une série de questions, des questions théoriques, mais aussi des questions très pratico-pratiques sur lesquelles on a été régulièrement saisis. Avec par ailleurs un besoin de repérage et de mutualisation des différentes initiatives départementales que l'on a vues essaimer. Autant de raisons qui ont justifié cette publication qui est conçue comme un dossier pratique à l'intention des professionnels de la protection de l'enfance et qui rassemble des repères juridiques, scientifiques et issus de l'observation des pratiques départementales. C'est aussi le résultat d'un travail collaboratif avec 2 chercheuses spécialistes du sujet, Elodie Fesca et Isabelle Lacroix, qui nous fait aussi le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, et 8 départements qui se sont engagés dans des démarches participatives à l'échelle territoriale. Ce dossier, il est aussi accompagné d'une série de documents ressources et de 2 fiches synthétiques ainsi qu'une capsule vidéo qui partagent sous un format court les principales conclusions de ces travaux. J'en viens au cœur de notre sujet, les enjeux de la participation des enfants protégés. Dans son principe, elle est plutôt consensuelle. On a bien conscience que nous n'avons pas à vous en convaincre. La recherche a montré les plus-values de son développement dans le champ, mais c'est aussi et par ailleurs un droit de l'enfant et qui fait l'objet d'une assise juridique forte puisque qu'on parle de participation individuelle ou participation collective, c'est un droit fondamental de l'enfant qui a pour fondement juridique l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. On l'appelle de manière synthétique le droit d'être entendu. Et cet article, il stipule que les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et son degré de maturité. Par dûment prise en considération, on entend examiner sérieusement. Il ne s'agit pas simplement d'écouter l'enfant, la participation, et c'est un critère de définition important, elle implique de permettre à l'enfant d'agir sur le processus décisionnel. Ce droit, et il a par ailleurs une portée majeure sur le plan juridique, puisqu'il s'agit d'un principe général de la Convention internationale des droits de l'enfant, aux côtés du principe de non-discrimination, de la priorité à accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit à la vie et au développement. Ce que ça signifie, c'est qu'il constitue un droit en soi, mais qui doit aussi être pris en compte dans l'interprétation et l'application de l'ensemble des autres droits de la Convention qui ne peuvent pas être effectifs si l'enfant n'est pas respecté comme sujet de droit avec ses propres opinions et qu'il s'agit de prendre en considération. Ces différents principes, ils entretiennent aussi des liens étroits entre eux. On considère que l'article 3 fixe l'objectif de réaliser l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit d'être entendu en définit la méthode et que par ailleurs, ce droit d'être entendu, il doit s'exercer ensuite sans discrimination, il est universel et il ne doit exclure aucun enfant et on pense plus particulièrement aux plus jeunes d'entre eux, aux enfants les plus en difficulté ou les plus vulnérables qui peuvent être souvent écartés des processus participatifs. Et enfin, la participation, cela a été montré, c'est aussi un moyen de stimuler le plein développement de la personnalité de l'enfant et l'évolution de ses capacités. Et à ce sujet, je laisserai la parole à Louise. Merci. Alors, effectivement, la littérature scientifique que nous avons consultée dans le cadre de ce dossier démontre tout l'intérêt de favoriser la participation collective des enfants dans le champ de la protection de l'enfance, notamment parce que cette participation collective, elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'accompagnement. Il a observé des effets bénéfiques sur les pratiques professionnelles, les prises de décision au cours de l'intervention et sur les établissements de protection de l'enfance, avec une meilleure adéquation des fonctionnements et des décisions aux besoins des enfants concernés. Et puis cette participation, elle engage des effets bénéfiques pour les enfants eux-mêmes au niveau individuel.
Donc ces démarches peuvent en effet contribuer à développer leur capital social, leur confiance et leur estime d'eux-mêmes, et puis leur capacité à négocier et à réclamer de l'aide ultérieurement. Alors les opportunités de participation constituent pour les enfants des expériences que l'on appelle habilitantes, c'est-à-dire qui va leur permettre d'accroître leur pouvoir d'agir. Donc la recherche souligne à ce titre que ce que les enfants ont pu exprimer lorsqu'ils participaient à ces démarches, et notamment les effets que ces démarches ont pu avoir sur eux. Et donc ils témoignent que ces expériences, ces démarches viennent compenser des épreuves antérieures difficiles, augmenter leurs capacités individuelles et leur permettre de se sentir impliqués notamment dans des transformations sociales. Et puis on observe également des effets bénéfiques sur les rapports sociaux. On observe une amélioration du climat et du dialogue entre les jeunes et les adultes. Et puis ça permet le développement de soutien et de solidarité entre pairs. Et puis ça vient renforcer la capacité des enfants à construire des liens sociaux. Alors évidemment, les travaux scientifiques sont unanimes sur ces bénéfices, mais ils rappellent que ces effets ne peuvent se déployer que sous réserve que ces démarches s'entourent d'un certain nombre de garanties méthodologiques et éthiques. Et on en vient à cette deuxième partie de présentation, c'est-à-dire quels repères pour des pratiques efficaces et éthiques. Donc effectivement, à partir de l'observation des pratiques départementales et des enseignements de la recherche, on a pu dégager une série de points de repères que l'on peut mobiliser pour construire et pérenniser ce type de démarche collective. Alors la première question qu'on se pose, c'est d'abord quelles conditions préalables? Alors, les conditions de la mise en œuvre effective d'une participation collective dépendent d'abord d'un changement à tous les niveaux du système de protection de l'enfance, c'est-à-dire des directions aux praticiens de première ligne. Cette participation, elle doit s'inscrire à tous les niveaux et surtout dans la durée. Donc, il s'agit finalement d'insuffler une culture de la participation qui va venir constituer un terrain favorable. Et puis ensuite, avant de se lancer, il nous semble utile d'élaborer un premier diagnostic pour identifier avec précision les besoins des jeunes, les leviers, les obstacles à leur participation, et ce en associant autant que possible les professionnels, mais aussi les enfants concernés dans ces démarches diagnostiques. Et puis, c'est aussi important que les enfants soient associés effectivement à ces étapes. Et puis, on va voir après à la période, enfin, au moment où on définit les objectifs. J'y reviendrai. Donc, ces démarches diagnostiques, elles demandent du temps. Et nos observations montrent qu'elles peuvent être compromises sur les territoires par des contraintes dictées par les calendriers, notamment politiques et institutionnels. Alors, à titre d'exemple, l'ODPE de l'Ille-et-Vilaine s'est engagé dans un travail de diagnostic et en lien avec l'université de Rennes 2, et plus particulièrement avec un groupe d'étudiants de Master 2 en sociologie. Et ensemble, ils ont pu réfléchir au cadre dans lequel cette démarche pourrait se mettre en place sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Alors ensuite, ce qui est important comme condition préalable, c'est les objectifs. Les objectifs, le périmètre, la portée de la participation doivent être définis précisément, et c'est très important qu'ils soient bien compris par les enfants. Et puis, c'est aussi pertinent de construire, c'est ce que je disais, de co-construire avec les enfants les objectifs de ces démarches participatives. On relève aussi qu'un pilotage institutionnel ainsi qu'un soutien politique fort, hop, c'est la diapo d'après, voilà, s'avère primordial pour donner d'abord de la visibilité à la démarche, mais aussi favoriser l'attention portée à la parole de l'enfant, mobiliser des moyens humains et matériels nécessaires pour ces espaces participatifs. Et ce portage institutionnel et politique, il doit aussi s'accompagner d'un travail de sensibilisation, d'implication des professionnels au contact des enfants, qui viennent jouer un rôle de bougie d'allumage, on va en reparler, notamment parce qu'ils occupent une place centrale, ces professionnels, pour relayer le projet auprès des enfants, mais aussi et surtout répondre à leurs questions, organiser les conditions matérielles pour qu'ils puissent s'impliquer dans ces espaces participatifs. Alors, à titre d'exemple, la plupart des départements que l'on a observés sur les territoires se sont appuyés sur la diffusion d'outils de communication de type plaquettes, flyers, auprès des professionnels, et ou alors ont organisé des tournées de présentation de ces démarches participatives en direction des professionnels de protection de l'enfance. Donc, ces démarches de sensibilisation exigent des efforts de communication importants, qu'il faut d'ailleurs maintenir dans la durée. Ces efforts de communication permettent finalement d'assurer, on le verra, la pérennité de ces espaces participatifs ou de ces groupes d'expression. Dès lors qu'on a pensé à ces conditions préalables, ensuite, comment on peut penser un espace participatif qui soit à la fois adapté et sûr? Alors, l'espace participatif, il doit être pensé d'abord pour favoriser l'expression des enfants et la liberté de parole, c'est-à-dire de privilégier autant que possible des réunions de travail en petits groupes
Et puis, dans une recherche de diversité, les départements ont prédéfini des critères de sélection comme le sexe, le territoire, la pluralité des modes de prise en charge ou encore l'âge. On observe que la limite basse est située entre 8 et 10 ans, souvent au regard des capacités langagières de l'enfant. Et puis la limite haute se situe entre 18 et 28 ans. De manière à encourager la participation notamment des plus jeunes enfants, il est important et nécessaire d'adapter d'abord le rythme de travail de ces séances et puis les modalités de participation, à leur capacité langagière notamment, et de s'appuyer sur des formes par exemple non verbales de communication. On a également une vigilance quant au biais de sélection. Il est nécessaire de ne pas exclure les enfants les plus en difficulté ou alors en situation de handicap. Un point aussi également qu'on a observé lors de notre travail d'observation sur les territoires, c'est qu'effectivement le fait de réunir, au sein d'un même groupe des enfants bénéficiant de prises en charge différentes, c'est-à-dire en accompagnement à domicile ou en accueil, eh bien fait débat, effectivement lors de notre travail d'observation. Ce qu'on observe, c'est que la plupart, des départements étudiés se sont centrés en premier lieu sur les enfants confiés. Ces départements soulignent une perception d'un besoin plus important pour ces enfants confiés, de ce type d'espace, en raison notamment du contexte, de séparation, de leur milieu familial, mais aussi d'un point de vue logistique, hein, avec une plus grande facilité d'accès à ce public. Mais également, ces départements nous expliquent que le fait de réunir des enfants, par communauté d'expérience permet aussi de favoriser l'émergence de savoirs de groupe. Alors seul l'Observatoire de Paris, le département de Paris a fait le choix d'inclure des enfants suivis en milieu ouvert dans ces espaces participatifs. Alors, ce département nous explique effectivement que le fait de mixer des modes de prise en charge différents dans un même collectif, finalement, a favorisé l'expression des enfants sur des préoccupations quotidiennes et communes, au-delà, finalement, de leur prise en charge à eux respectifs. On observe également qu'il faut avoir une attention au lieu, hein, au rythme, au créneau des rencontres, qui doivent être très anticipés et surtout pensés au regard des besoins de l'enfant, pour qu'effectivement la démarche reste accessible pour les enfants et que surtout elle puisse se pérenniser dans le temps. Et concernant la question de l'engagement, qu'il est attendu de ces enfants, dans ces espaces, il faut rappeler que la participation, on l'a dit, hein, précédemment, c'est un droit, ce n'est pas une obligation, c'est un processus qui est volontaire. Et donc certains départements limitent formellement, la durée de l'engagement à 1 ou 2 années scolaires, quand d'autres, départements estiment que l'engagement peut durer, par exemple, le temps que dure la prise en charge. Quoi qu'il en soit, ce qu'on recommande, pardon, c'est de retenir une approche aussi souple que possible. Donc à ce titre d'exemple, le département des Pyrénées-Orientales a fait le choix d'une organisation dite mouvante, c'est-à-dire avec une possibilité d'entrée et de sortie des enfants, dans ces espaces participatifs en fonction de leurs contraintes, mais aussi de leur intérêt, de leur motivation. Sur la question, du cadre et des garanties, contribuant à sécuriser ces démarches, eh bien, l'information continue, des enfants est un axe central des recommandations internationales et des résultats de la recherche. L'information, elle va venir conditionner finalement la participation effective des enfants et puis, elle va permettre, cette information continue, une bonne compréhension et une transparence de ces démarches. Donc les enfants doivent recevoir des informations exhaustives sur leurs droits tout au long des processus, c'est-à-dire les modalités de leur participation, le rôle des différents adultes impliqués, ce que sera fait leur parole à l'issue des séances, etc. Et puis évidemment les questions de confidentialité. Donc pour répondre justement à ces exigences d'information, des départements organisent des temps de présentation du dispositif de protection de l'enfance aux enfants, mais aussi les missions, les compétences du département, qu'est-ce que c'est qu'un ODPE, quel est le rôle de l'élu, comment va fonctionner l'espace participatif, quel est le cadre des échanges. Donc ces grands temps d'information sont importants et certains départements organisent ces temps d'information à destination des enfants au moment des plénières, par exemple, d'installation des conseils de jeunes. Donc il est nécessaire d'accompagner les enfants à chaque étape et surtout cet accompagnement doit être, vraiment pas négligé. Ça requiert du temps et des moyens, mais il doit surtout s'effectuer cet accompagnement en lien avec les référents du quotidien des enfants. Sur la question de l'animation des séances, alors la plupart des départements qu'on a observés favorisent l'animation par des personnes qui n'interviennent pas, dans les parcours de prise en charge des enfants. D'abord parce qu'ils estiment que ça permet de favoriser la liberté de parole. Ce qui est important, et on y reviendra, c'est que les animateurs soient formés en matière de participation et surtout aussi sensibilisés au dispositif de protection de l'enfance, parce qu'on sait que de passer de récits individuels à la construction, de connaissances et d'une parole collective, eh bien ça nécessite du temps, un accompagnement et puis voilà une formation spécifique pour ces animateurs. À propos des techniques aussi d'animation, ces dernières évidemment doivent être adaptées, aux enfants, à leurs besoins et ils peuvent mobiliser des supports, des activités ludiques. Sur ces animations en tant que telles, il est important de rappeler qu'il ne faut pas négliger
les temps informels et conviviaux pour mettre à l'aise les enfants, pour qu'ils prennent aussi du plaisir, dans ces démarches participatives. Et puis surtout, ces espaces hors, des séances, d'animation permettent aussi de créer une dynamique de groupe positive. Donc, de nombreux départements proposent aux enfants des temps conviviaux, des moments de jeu, des activités créatives, des sorties. Ils peuvent aussi distribuer du matériel, des stylos, des cahiers pour prendre des notes et puis parfois des clés USB avec le document des défenseurs des droits. Donc les travaux de recherche, soulignent vraiment l'importance d'une qualité, d'une stabilité des relations, avec les animateurs et les enfants pour favoriser évidemment l'implication, des enfants, dans ces démarches. Pour ce qui est de la définition, des thématiques, eh bien, il importe que les enfants puissent participer à la définition des thématiques de travail qu'ils jugent eux-mêmes pertinentes. On en vient à la question de la restitution. Avec le micro, c'est mieux. La question de la restitution des travaux des enfants et des suites qui leur sont données et cela fait partie, des axes à renforcer avec des efforts à poursuivre au niveau local pour que la parole recueillie ne reste pas lettre morte et puisse, véritablement participer à l'évolution, des pratiques. On a pu voir, notamment que la diffusion des travaux avait tendance à se limiter à un périmètre restreint de décideurs et d'élus, là où il y aurait intérêt à ce que cette diffusion, elle soit, plus large et qu'elle intègre notamment les professionnels qui sont directement au contact des enfants et qui sont, des acteurs, importants du changement, et une diffusion qui pourrait aussi s'étendre, aux enfants, qui sont concernés, par l'aide sociale à l'enfance sur le territoire. Pour ce qui est des formes de cette restitution, il y a de la diversité. Ces différentes formes, elles peuvent se combiner. Ces restitutions, elles peuvent s'effectuer directement par les jeunes participants, volontaires, devant les professionnels. Ce sont des options qui sont intéressantes, mais qui supposent de penser à une préparation, à un accompagnement, des enfants, mais pas que, des professionnels aussi. Les enfants, ne sont pas nécessairement, familiarisés avec ce type d'exercice et la plupart des départements, les accompagne et les prépare à prendre la parole avec, par exemple, des exercices de théâtre ou de respiration, qui leur sont, aussi proposés. Et d'un autre côté, il nous a aussi été rapporté, que, les professionnels pouvaient se trouver déstabilisés par ces nouvelles configurations qui invitent les enfants dans leur espace de travail, et devaient être eux-mêmes, préparés à, leur faire de la place, recevoir cette parole et puis pouvoir aussi y répondre d'une manière qui soit à la fois constructive et bienveillante. Les restitutions, elles peuvent prendre des formes plus indirectes, donc s'effectuer, par l'intermédiaire des professionnels ou de supports, vidéo ou écrits. Et dans ce scénario, il faut pouvoir, veiller à ce que la parole des jeunes soit, retranscrite, le plus fidèlement, possible, sans être, dénaturée, ou instrumentalisée. Et le fait, d'associer les enfants à la définition, de la forme comme du contenu de ces restitutions peut être un moyen de limiter ces risques. Ensuite, il est essentiel que de pouvoir, ouvrir des espaces de travail et d'échange autour des constats et des propositions qui ont été, faits par les enfants, et de les informer des suites, données, au risque, à défaut, de les démobiliser et de limiter, leur propension, à participer, dans l'avenir. C'est un résultat qui transparaît très fortement, dans la recherche, et dans les retours qu'on a pu avoir, dans le cadre de nos observations, auprès des départements. Et enfin, le suivi et l'évaluation, de ces démarches qui doivent être assurées en, y associant, les participants. Les professionnels qu'on a interrogés, ils nous rapportent que ces initiatives, elles ont produit des effets positifs sur les enfants et sur l'évolution des pratiques, mais les données qui permettent d'apprécier, précisément ces effets, ils restent aujourd'hui très lacunaires. La plupart, sinon l'ensemble de ces initiatives ne sont pas évaluées, et par ailleurs, elles sont pour beaucoup, récentes et le recul manque. J'en viens à la conclusion, ces travaux, cherchent à attirer l'attention sur le fait que pour être effective, la participation, ne doit pas se limiter, à des actions ponctuelles ou à des espaces formels et exclusivement aménagés par les adultes. Pour pouvoir donner son plein effet, elle doit s'accompagner d'une culture de la participation, qui s'inscrit dans le quotidien des enfants et dans l'ensemble des décisions, et des actes qui les concernent. La contribution des chercheuses donne d'ailleurs bien à voir le maillage qui peut exister entre participation individuelle et participation, collective qui, sont susceptibles de s'alimenter, mutuellement. Schématiquement,
favoriser la participation de l'enfant dans le cadre de son accompagnement, et ce, dès le plus jeune âge, c'est susceptible de favoriser la participation collective et vice-versa. C'est vraiment une approche systémique de la participation qu'il faut retenir. Et par ailleurs, on a pu voir aussi tout l'intérêt de penser des espaces de participation avec des fonctionnements tant que possible souples. Et les départements qu'on a interrogés sont d'ailleurs nombreux à avoir progressivement assoupli les cadres très formels qu'ils avaient initialement envisagés pour mieux les adapter aux enfants. Donc, et encore une fois, le fait de les associer à chaque étape du projet et tant que possible de la conception jusqu'à l'évaluation, ça donne de meilleurs gages d'une démarche qui soit à la fois pertinente et efficace.